Bonjour, nous reprenons cette deuxième partie de la journée avec trois interventions en première moitié d'après-midi de Jean-Pierre Bertrand, de Bertrand Westphal et de Vincent Kaufmann. Et nous allons commencer par entendre Jean-Pierre Bertrand, qui est professeur à l'université de Liège, dont vous pouvez voir la présentation dans le petit livret ici. Donc, comme mes prédécesseurs, je vous renverrai au livret pour la présentation, et que nous allons entendre à propos de son dernier ouvrage, paru au Seuil en 2015, Inventé en littérature, du poème en prose à l'écriture automatique. Bien, merci Sophie, Madame la Présidente. J'ai intitulé cette intervention « Réflexion faite ». Et avant toute chose, je voudrais remercier Antoine Compagnon de m'avoir fait l'honneur d'être présent à ce colloque et de me prononcer sur ce livre qui a été publié il y aura bientôt 3 ans, mais qui s'est élaboré sur près d'une décennie à peu près. Bon. Alors l'exercice est difficile pour chacun d'entre nous, je crois, parce qu'il oblige d'une certaine manière à se regarder dans le miroir, tout autant qu'à regarder en arrière, alors qu'on sait, sauf exception, les livres passent et que leur propension est plutôt à dater qu'à faire date. Bon, mais foin de narcissisme, ce livre inventé en littérature a eu lieu et il ne m'appartient évidemment pas de décider de sa destinée. Alors, ce dont je peux faire état, c'est de la place qu'il a pris et qui continue de prendre dans mes réflexions générales sur ce que signifie produire en littérature, c'est-à-dire proposer un minima du neuf, ce qui ne veut pas encore dire inventer. En somme, cet essai subsume toute une série d'études qui se sont accumulées au cours d'une trentaine d'années, portant tantôt sur des auteurs, sur des mouvements aussi, et des poètes essentiellement, tantôt sur des formes, surtout lorsque ces formes questionnent, parfois à leurs limites, les canons littéraires. Et si j'avais à résumer d'une phrase ce qui rassemble ces objets et leur approche, ce serait celle-ci, qui est un peu à l'origine de mes recherches sur l'invention littéraire. Qu'est-ce qui pousse un écrivain à vouloir produire du neuf ? Ou encore, plus généralement, pourquoi la littérature du XIXe siècle s'est-elle engagée, voire emballée, dans cette logique de l'invention, au nom de quelles valeurs, à quelle fin, selon quelle stratégie, avec quels effets ? Ce questionnement, il s'est soutenu d'un paradoxe que n'importe quel sociologue ou historien de la littérature aurait relevé, comme moi, et bien avant moi. La littérature moderne, a-t-on dit et redit, s'est engagée, surtout depuis Baudelaire et Flaubert, dans un processus d'autonomisation. Elle s'est repliée sur sa pratique en revendiquant une indépendance de plus en plus affirmée, s'exerçant dans l'illusion, si c'en est une, de n'être comptable que d'elle-même, grâce aux instances qu'elle a créées à son usage, qui, selon Pierre Bourdieu ou Jacques Dubois, ont formé un champ ou une institution à part entière, ou grâce à ces modes d'écriture qui, selon Barthes cette fois, l'ont intentionnellement coupé des mots de la tribu, comme disait l'autre, en développant de manière accélérée, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ses propres langages. Cette modernité-là est bien connue, mais, me semble-t-il, elle n'a pas suffisamment pris en compte le fait que, tout en s'écartant de l'idéologie dominante, pour développer la sienne, la littérature du XIXe siècle, du moins en sa sphère lettrée, s'est vue rattrapée par un démon qu'elle semblait pourtant tenir à distance. Ce démon, c'est celui du progrès et de ses valeurs connexes. Concurrence vitale, disait ironiquement Jules Laforgue. Progrès que la fascination insu ou inconsciente envers l'impératif d'invention n'a cessé de réactiver par la bande. Autrement dit, s'il m'a semblé que l'invention, en lieu et place des vieux concepts d'imitation et d'imagination, a été le moteur de la production du neuf en littérature, c'est qu'elle était solidement arrimée à la poussée morale, sociale, idéologique, esthétique d'un siècle qui a fait de la littérature, depuis Germaine de Staël, une pratique de tous les possibles, une sorte de laboratoire
exactement rapportable à ce qui s'est développé dans presque tous les secteurs des technosciences. Au XIXe siècle, en dépit de tous les gestes ou les déclarations dénégateurs des écrivains, la littérature s'est pensée et exercée dans l'idée qu'elle était aussi pourvoyeuse d'originalité, de progrès, de crise, d'expérimentation. Qu'elle était un terrain de haute technicité qui requiert compétences, savoir-faire, apprentissage, et qu'elle était naturellement portée à inventer au sens fort du terme, c'est-à-dire non plus seulement reproduire, mais proposer de nouvelles formes et de nouvelles formules pour le domaine de compétences qui est le sien, postulant d'ailleurs que son devenir historique est constitué d'une succession de problèmes, comme l'a souvent noté Paul Valéry, problèmes qu'elle est appelée à résoudre. Encore, comme c'est le cas, si vous voulez, dans les autres aires de compétences et de savoir qui lui sont contemporains, qu'il s'agisse des sciences naturelles, sociales ou ce qu'on appellera par la suite les sciences humaines. Alors Gilbert Simondon, que j'ai insuffisamment exploité dans mon travail, mais relu depuis, a bien montré les analogies qui rapprochent et distinguent les objets inventés. Selon lui, l'objet technique est totalement dans le présent, voué à sa fonction, sa fonctionnalité. L'objet sacré est avant tout tourné vers le passé et son origine révélée. À l'inverse, écrit-il, je le cite, l'objet esthétique n'est complètement cohérent par rapport à lui-même et au monde que selon une perspective dont le point de fuite est dans un avenir indéterminé. Mon intention était donc de tenter de comprendre ce processus-là. On se met, ça c'est le constat, à inventer beaucoup de formes nouvelles au XIXe siècle. Enfin, le beaucoup doit être relativisé, mais soit. Que signifie cette logique qui tient tout ensemble d'une économie de la production et de l'obsolescence plus ou moins programmée? Et du coup, s'est posé une question de méthode. Ici, nous sommes là pour parler d'objets et de méthode. Comment appréhender ce processus d'invention à travers quels objets? Alors, l'enquête s'est d'abord et naturellement portée sur ce qu'est l'invention, historiquement et conceptuellement parlant, question qui n'a guère été soulevée dans les études littéraires, mais c'est plutôt du côté de la philosophie des sciences qu'il m'a semblé devoir me tourner. Et sans entrer dans le détail, je pointerai ici les travaux fondamentaux de Judith Schlanger, et tout particulièrement un livre important d'elle, de 1983, qui s'appelle « L'invention intellectuelle », travaux qui m'ont guidé dans cette démarche et m'ont amené à lire tout ensemble quelques classiques de l'épistémologie, de Karl Popper et Thomas Kuhn, à Paul Feyerabend, en passant par Gilbert Simondon, déjà cité, Michel Serres, Isabelle Stengers et sans doute d'autres. L'enquête a aussi été menée sur le terrain de l'esthétique, puisqu'il s'est agi de comprendre si le concept d'invention faisait sens en regard de deux dogmes dont il procède d'une certaine manière, tout en les démarquant, à savoir les concepts d'imitation et d'imagination. Enquête historique, donc, qui m'a conduit à constater que l'invention en tant que concept émergeait au moment même de l'affirmation d'un autre concept, celui de littérature, au lendemain de la Révolution. Ce dont deux textes, au moins, sont témoins, et même davantage que témoins, acteurs. Premier texte, c'est un célèbre poème de Chénier qui s'appelle « L'Invention », sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques, qui est encore à cheval sur la tradition, tout en indiquant la possibilité d'une esthétique proprement inventive. Et l'autre texte, vous l'aurez deviné, je crois, c'est Germaine de Staël, de la littérature, qui fixe, comme on le sait, un nouveau régime littéraire promis à l'avenir moderne que l'on sait, et met donc un terme relatif ou partiel à la vieille notion imitationniste de belles lettres. Ces deux enquêtes forment la première partie de l'essai, un peu pompeusement qualifiée, faute de mieux, d'épistémocritique, et cette partie se développe au départ de paires ou de couplages conceptuels destinés à montrer comment fonctionne le processus inventif en littérature, et ça se décline comme suit, c'est simplement un titre indicatif, je ne peux pas donner de détails: invention et hasard, invention et méthode, invention et découverte, et histoire, et crise, et originalité, et progrès, et discours, et controverse, et technique, et forme, ce sur quoi ça se termine. Ce questionnement historico-théorique a ainsi conduit à déterminer les objets littéraires sur lesquels je pouvais travailler, ceux qui se sont inventés du romantisme au surréalisme. Et je voudrais faire une petite remarque importante ici.
c'est que, ça a été une préoccupation du tout début de la recherche, c'est qu'afin de ne pas diluer le propos dans la vague notion, ou dans une notion trop vague, qui risque de désigner tout et n'importe quoi, l'inventivité, vous l'aurez reconnu, j'ai adopté une approche que je qualifierais aujourd'hui, avec le recul de simondonienne, à savoir qu'il ne s'est pas agi pour moi d'interroger l'invention au sens justement de l'inventivité, ce qui relève davantage de la psychologie de la création, ni d'interroger ce qui se renouvelle sans cesse dans l'évolution des formes littéraires, mais de saisir, en ce qu'ils disent précisément du processus inventeur, des objets précis, c'est-à-dire des formes et des techniques, à quoi j'ajouterai là à l'instant des genres. Ainsi, le poème en prose, je les cite, le vers libre, le monologue intérieur, le calligramme, le poème conversation et l'écriture automatique se sont-ils imposés comme de petites machines textuelles très techniques qui ont cristallisé un discours d'invention au sens où leurs inventeurs, je mets beaucoup de guillemets inventeurs, leur ont prêté des vertus analogues à celles qui président au brevetage de procédés, d'instruments ou même de théories dans les technosciences. À ceci près, évidemment, qu'en littérature, les choses ne s'affirment pas de la même manière, heureusement, pourrait-on dire, mais, remarque pertinente ou impertinente d'Arthur Koestler dans un livre célèbre, entre la pomme, je le cite, entre la pomme de Newton et celle de Cézanne, la parenté est plus étroite qu'on ne croirait. Alors donc, ces formes-là, je les ai qualifiées, faute de mieux, d'inventions paradigmatiques, parce qu'elles s'affirment comme étant hors cadre. Elles s'affirment, évidemment, ça relève d'une rhétorique, elles s'affirment comme étant hors cadre et pourvoyeuses d'un nouveau paradigme, et je les ai ainsi nommées pour les distinguer de toutes les formes de renouvellement que l'on trouve dans l'évolution des genres et des techniques littéraires à l'intérieur même des cadres dont ils procèdent, et celles-là, je les ai qualifiées par opposition un peu simple, de syntagmatiques, parce qu'elles adviennent justement dans le cadre. Et c'est peut-être celles-là qui sont plus importantes que les autres, mais j'y reviendrai. Petite réflexion à ce propos, parce que plus j'y réfléchis, plus je m'aperçois que, ainsi que me l'a fait remarquer dans un courrier Judith Schlanger, la fécondité d'une invention, ça ne se décide pas. Or, tel que je les ai présentés, c'est un peu comme si ça se programmait. Et ce que Judith Schlanger me faisait remarquer aussi, c'est que ce qui compte finalement également, outre ces grandes inventions autoproclamées, ce sont les minuscules changements de détails qui interviennent, qui s'accumulent à l'intérieur même des œuvres. Donc c'est un peu le contrepoids, si vous voulez, de ce que moi j'ai examiné. Soit. Alors la deuxième partie de l'ouvrage examine tour à tour les 5 inventions que j'ai nommées, suivant un schéma explicatif assez simple et à peu près identique. Quelles sont-elles? Bon, ça c'est pas trop compliqué, toutes ces inventions sont connues, décrites, etc. Que dit-on et qui et sur quel mode à leur propos? Que sont-elles devenues? Quelle a été leur fortune? Autrement dit, par quel mécanisme une invention s'institue-t-elle en tant que telle, si on considère qu'il n'est d'invention que dans le discours, la mémoire et l'encyclopédie? Je rappelle là 3 des éléments constitutifs de l'invention selon Judith Schlanger. Alors, sans les reprendre ici, évidemment, systématiquement, je vous renvoie au livre quand même, je voudrais souligner ce qui relie ces 5 inventions dans une sorte de continuum, j'ai presque envie de dire dans une sorte de roman qui serait celui que j'ai écrit à leur propos, dans une sorte de continuum, même si chacune d'elles, évidemment, se pense et se pratique dans la rupture et l'unicité de son avènement. Du poème en prose à l'écriture automatique s'affirme ainsi un permanent désir de changement et d'émancipation des modes d'expression littéraire qui s'idéalisent sur le mode de l'expérimentation. Ça, me semble-t-il, qui est au cœur de ces inventions-là. Et les appellations de ces inventions le disent à leur façon, dans ce qu'elles ont d'oxymorique, poème en prose, vers libre, monologue intérieur, écriture automatique, tout ça est assez oxymorique si l'on regarde bien les choses. Et il y a là, me semble-t-il, une tentation, une expérimentation, en tout cas de proposer des formes inédites, ou pour le dire dans le vocabulaire fréquent à l'époque, emprunté significativement aux sciences, production de formes, certes, mais de formules surtout, le mot revient souvent, de formules qui se veulent totalement nouvelles et qui affichent même les procédés dont elles relèvent.
Par ailleurs, ce qui relie les unes aux autres ces inventions, c'est l'idéal d'un langage qui ne devrait plus rien à sa fonction de communication. Libéré, si l'on veut, vers libre. Libéré au point qu'il serait, avec l'écriture automatique, l'expression directe d'une vérité, en l'occurrence celle de l'inconscient. Ce dont le monologue intérieur aussi, inventé par Dujardin, rêvait également, le fantasme d'un roman sans narrateur, par exemple. Ce sont donc ces barrières-là, langagières ou codiques, qu'il s'est agi de renverser dans les 5 cas que j'ai examinés, et selon une progression d'ailleurs assez étonnante. C'est pour ça que je parlais de continuum ou de roman. Alors, ce que j'ai fait, c'est examiner sous l'angle ces inventions, sous l'angle de leurs conditions, des conditions qui ont permis leur émergence. Et là, on est devant des situations extrêmement variées. Le poème ne s'est pas inventé de la même façon que le monologue intérieur ou l'écriture automatique. Et de manière un peu rapide, je peux situer les choses comme ceci. Ces situations. Double inventeur dans le cas du poème en prose, Aloysius Bertrand, puis Baudelaire. Paternité disputée pour le vers libre. Alors là, il y a du monde. Il y a Rimbaud, il y a Lafort, il y a Krysinska, il y a Kahn, puis il y a toujours quelqu'un qui finit par tirer la couverture. Invention avec effet retard dans le cas du monologue intérieur, puisqu'Édouard Dujardin ne dit rien à l'époque, en 1887, mais c'est presque 40 ans après, qu'il cherche à breveter, si je puis dire, sa propre invention, et ce, après la fameuse reconnaissance par Joyce et aussi la médiation qu'on oublie souvent, enfin pas toujours, par Valéry Larbaud. Invention par anticipation avec Apollinaire, qui invente pour ses successeurs, si je puis dire, le nom même d'un mouvement, surréalisme. Invention jumelée à une découverte dans le cas du surréalisme, puisque l'écriture automatique comme invention procède d'une découverte, qui est celle de l'inconscient. Donc ces situations sont évidemment aussi le fait du changement de la configuration du champ littéraire, qui à bien des égards détermine ces conditions, les conditions d'une rhétorique et d'une pratique de l'invention. Alors à plusieurs reprises, j'ai dit de ces inventions qu'elles étaient à la fois mineures et majeures. Mineures, elles le sont parce qu'elles portent sur un arsenal technique très limité, le plus souvent paradoxal, je le disais tout à l'heure, où l'intention de briser les cadres prédomine, et force est de constater qu'elles ne font guère le poids face aux grandes œuvres de la modernité. Mais majeure tout de même, parce que cette intention libératoire et inventive, si puissante au cœur de cette modernité de la seconde moitié du XIXe siècle, a conduit à des bouleversements ou au bouleversement des avant-gardes en sortant la littérature de leurs conventions par un jeu sur la limite. C'est leur caractère expérimental que je pointais. Et en fait, chacune de ces inventions a un statut plus ou moins emblématique, en ceci qu'elle affirme la nécessité d'une rupture ou de sortir du cadre sans réduire le mouvement esthétique dont elle relève à ce qu'elle est. Il va de soi que le symbolisme est bien autre chose que le vers libre, ou le surréalisme est bien autre chose que l'écriture automatique. Et donc la question s'est déportée, un peu généralisée à la fin de l'ouvrage, sur la place de ces inventions face aux grandes œuvres. Que dire des grands auteurs, de Nerval, ou des petits romantiques, qui sont grands à leur manière, de Lautréamont, de Rimbaud, de Mallarmé, de Hugo, de Balzac, enfin bref, de tous les grands que vous connaissez. Que dire aussi du théâtre, que je n'ai pas exploré. Je dirais ceci, c'est que si ces œuvres ne se présentent pas comme de véritables inventions au sens technicien que j'ai moins exploré, au sens technicien du concept, c'est justement que ces grandes œuvres ne se prêtent à aucune reproduction possible et ne se réduisent à aucune techné particulière. Elles sont ainsi dépourvues de ce qui formellement définit une invention, à savoir une forme et un procédé théoriquement reproductible dont on peut se saisir, ou dont peut se saisir n'importe quel utilisateur, poète en l'occurrence, ou écrivain, comme ça a été le cas d'ailleurs avec les diverses formes que j'ai examinées, quoique peu nombreuses, le poème en prose, le vers libre, le monologue intérieur, le calligramme, le poème conversation, l'écriture automatique, sont autant de pratiques qui s'offrent dans le répertoire de la communauté des écrivains. Alors qu'ils les exploitent ou non, c'est un autre problème, un problème d'histoire littéraire. Alors, dernier élément de cette espèce de postface orale à laquelle j'ai été convié. Quelle suite éventuelle donner à cet essai? Je m'arrête donc avec le surréalisme.
Je l'ai envisagé, poursuivre l'enquête au XXe siècle en interrogeant d'autres situations d'invention, d'autres cas, du nouveau roman et l'Oulipo à la poésie concrète ou à la littérature numérique, pourquoi pas, ou à toutes les formes nouvelles qui se font jour aujourd'hui dans la littérature française. Mais bon, je ne sais pas si je veux le faire. Je ne pense pas que je pourrais dire ou inventer, si l'on veut, autre chose que ce que j'ai décrit pour le 19e. Et un autre sujet me retient, dont je voudrais vous parler pour conclure ici, très très rapidement. Un autre sujet beaucoup plus porteur à mes yeux et qui s'impose presque comme le pendant de celui que j'ai traité, c'est-à-dire l'invention. Ce sujet, c'est l'influence. André Gide et Paul Valéry ont été, d'après mes connaissances actuelles, parmi les premiers à prendre conscience et à remettre en question le statut d'évidence de la notion d'influence en critique et en littérature. Il n'est pas de mots, dit Valéry, qui viennent plus aisément ni plus souvent sous la plume de la critique que le mot d'influence, et il n'est point de notion plus vague parmi les vagues notions qui composent l'armement illusoire de l'esthétique. Il dit ça dans sa lettre sur Mallarmé. Et donc, je voudrais m'attaquer à cette zone d'ombre ou à cet angle mort de l'esthétique littéraire sur les brisées de ce travail que j'ai fait sur l'invention, en posant une série de questions qui vont presque de soi, mais qui sont lourdes de conséquences presque épistémologiques. Qu'est-ce qu'une influence en littérature, ou qu'est-ce que influencer en littérature, non pas dans le but d'étudier, ce qui a été fait depuis longtemps évidemment, les cas en eux-mêmes, mais dans l'idée de démonter les mécanismes discursifs, rhétoriques, qui font de l'influence un instrument d'analyse ou d'intelligibilité d'un auteur, d'une œuvre, d'un courant, d'une littérature même, etc. Donc, que signifie X est influencé par Y, sachant que X, ce n'est pas nécessairement un individu ni Y, ça peut être toute une littérature, un mouvement, etc., etc. Ce sont donc ces questions-là que je voudrais soulever à l'avenir, mais vous voyez bien le lien qu'elles entretiennent avec la question de l'invention, donc une théorie de l'influence, une poétique aussi de l'influence. Bon, voilà. Mais c'est une toute autre histoire. Je viendrai peut-être en reparler un jour, ici même. Mais je ne peux terminer la présente intervention, dont je vous remercie encore, par une pensée émue pour Gérard Genette, qui vient de nous quitter et qui a fait si bon accueil à mon livre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, j'imagine qu'il y aura une série de questions et je me permets de t'en poser une tout de suite. Tu as parlé de l'invention au sens d'expérimentation, et là, si je te cite, donc forme ou procédé techniquement reproductible, et tu as fait part aussi de tes échanges avec Judith Schlanger, qui te dit, là je pense que je la cite lorsqu'elle t'écrit, la fécondité d'une invention ne se décide pas. Et je voulais savoir quelle était la place dans ta réflexion d'être l'inventeur au sens de celui qui met au jour quelque chose et en détermine la fortune. Celui qui est l'inventeur de la Vénus de Milo, parce qu'il la trouve, et qu'il en est l'inventeur dans ce sens-là. Donc celui à partir duquel une invention au sens de trouvaille devient féconde. Et donc, au fond, il y aurait une rupture qui intervient à partir du moment où un objet est vu autrement, identifié, reconnu. Et donc, ça me semble aussi intéressant pour ce que tu disais de l'histoire littéraire spécifiquement, et je pense aux surréalistes. Par exemple, la place de Nerval dans l'histoire littéraire ne sera évidemment, il donne à Nerval une place dans l'histoire. Il y a une sorte d'invention de Nerval, voilà, dans ce sens-là. Avec les surréalistes, il va occuper une place dans l'histoire littéraire qu'il n'occupait pas auparavant. Est-ce que ce sens-là de l'inventeur, de l'invention, a occupé tes réflexions ou pas ou... En tout cas, il les occupe à l'instant même. C'est une belle question là, que tu poses. Parce qu'à propos de l'influence, il m'a semblé que... Ouais. C'est une belle question que tu poses et qui me fait immédiatement penser à une situation où effectivement une forme a été inventée par quelqu'un qui ne l'a pas vraiment créée. C'est le cas du poème en prose. Baudelaire est magnifique de ce point de vue-là.
génial, si l'on veut, puisqu'il se récupérer n'est pas un bon mot, mais il se saisit de Gaspard de la Nuit, d'Aloysius Bertrand, pour véritablement inventer une forme. Et bon, Antoine Compagnon l'a magnifiquement commenté il y a quelques années ici. La préface à Arsène Housset va tout à fait dans ce sens-là. C'est un hommage, en même temps qu'une forme de démarcation très sympathique à bien des égards. Mais pour dire, mais le poème en prose, tel qu'il ne nomme pas d'ailleurs comme ça, enfin ça c'est encore autre chose, est parti sur une sorte de destinée, on ne sait pas laquelle, et effectivement, il avait bien vu quelque chose qui se passait là. Donc là, il y a un geste inventif sur un objet qui n'était pas le sien, d'une certaine façon. Mais ce que tu dis là, à propos de... Je vois bien ce que tu veux dire, hein, quelle représentation, finalement, ça touche à des questions de cela, ou de découverte aussi, invention, découverte. Un Nerval prend-il dans le discours de Breton, par exemple, ou des surréalistes, effectivement. Là, on réinvente les choses, mais ce n'est pas du même ordre que ce que j'ai voulu cerner ici, de façon beaucoup plus... Enfin, les objets sont beaucoup plus circonscrits, hein. Tu l'auras deviné, vous l'aurez deviné. Mais c'est une belle question, effectivement. Merci. J'imagine qu'il y a Antoine.